Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 83e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Un grand merci à nos partenaires qui rendent cette émission possible. Le Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Semperconnect et LG Consultant. Et pour cette 83e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Lebellec, qui est directeur du CREPS et du Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu, et aussi Louis Dumas, qui est compétiteur et ancien membre de l'équipe de France jeune de ski alpinisme. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Bonjour à tous et à toutes. En première mi-temps de notre émission, nous mettons à l'honneur le Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu, un lieu emblématique dédié à l'excellence sportive. Depuis plus de 50 ans, ce centre accueille des athlètes du monde entier avec à son actif plus de 200 médaillés olympiques. Grâce à ses infrastructures de pointe et son expertise unique, il offre des conditions idéales pour s'entraîner et progresser, notamment dans les sports d'hiver. Pour en parler, nous recevons Antoine Lebellec, directeur du centre, qui nous dévoilera les secrets de cette quête de performance. En deuxième mi-temps, nous plongeons dans l'univers fascinant du ski alpinisme, une discipline qui allie ski et alpinisme pour explorer les paysages enneigés tout en se dépensant physiquement. Avec des origines ancrées dans les pratiques traditionnelles de montagne, le ski alpinisme a évolué en un sport à part entière avec ses propres compétitions et événements qui sera présent dans les épreuves des prochains Jeux Olympiques en Italie en 2026. Pour s'y adonner, un équipement spécifique est essentiel, ski léger, fixation adaptée, peau de phoque et matériel de sécurité. Les compétences en montée et en descente sont cruciales, tout comme la connaissance des conditions météorologiques. Pratiqué dans des environnements naturels préservés, le ski alpinisme appelle à une éthique de respect de la faune et de la flore, tout en adoptant une approche éco-responsable. Que vous soyez novice ou expert, le ski alpinisme vous promet des aventures mémorables en montagne. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette activité enrichissante. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette émission 83, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, avec un avant-match important, un week-end chargé de sport, du tennis, du golf, du Vendée Globe, et de la moto et plein d'autres choses et du biathlon. Pauline? Oui, on va commencer avec le tennis et le tournoi ATP 250 d'Auckland en Australie où Gaël Monfils a dominé le Belge Zizou Bergs samedi en finale 6-3, 6-4 pour s'offrir un 13e titre en carrière et devenir à 38 ans et 4 mois le joueur le plus âgé à remporter un tournoi depuis 1990 et la création de l'ATP Tour. En ce qui concerne l'Open d'Australie, c'est parti pour le premier tournoi du Grand Chelem avec l'Open d'Australie. L'Italien Jannik Sinner défend son titre, tandis que l'Espagnol Carlos Alcaraz rêve d'une 5e levée en Grand Chelem. Novak Djokovic, lui, vise le record absolu des 25 titres en majeur. Côté français, à l'issue des 2 premiers jours, Hugo Humbert, Arthur Fils, Quentin Alice, Hugo Gaston se sont qualifiés et ça ne passe pas pour Alexandre Muller, Arthur Rinderknecht, Lucas Pouille, Léolia Jean-Jean, Diane Paris, Chloé Paquet et Caroline Garcia. Et on passe au golf maintenant, Pauline, avec la Team Cup à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. L'équipe de Grande-Bretagne et d'Irlande a surclassé l'Europe continentale lors des simples dimanches pour remporter haut la main la Team Cup 2025. Victorieux sur le score de 17-8, les joueurs de Grande-Bretagne et d'Irlande ont ainsi marqué les esprits pour ce premier événement de ce calendrier 2025. Et probablement tapé aussi dans l'œil de leur compatriote Luke Donald qui aura fin septembre la mission d'emmener l'Europe à la conquête de la fameuse Ryder Cup sur le sol américain. Le bilan des Français: Mathieu Pavon, 3 victoires, 1 défaite. Romain Langasque, 3 victoires, 1 défaite aussi. Antoine Rosner, 1 victoire et 3 défaites. Et Julien Guerrier, 4 défaites. Passons au cyclocross avec les championnats de France à Pontchâteau. Déjà sacrée en 2021, Amandine Fouquenet a été la plus forte dimanche dans le 6e et dernier tour du circuit de Pontchâteau pour aller conquérir un 2e titre de championne de France devant Hélène Clausel et Célia Géry. Chez les hommes, Clément Venturini a assumé son statut d'ultra favori dimanche dernier pour remporter un 7e titre de champion de France à 3 semaines des mondiaux à Liévin. On passe au biathlon avec un week-end extraordinaire pour notre équipe de France. C'était la Coupe du Monde à Oberhof en Allemagne avec le sprint et la surprise avec la jeune Française Paula Bottet qui, de retour en Coupe du Monde après avoir été privée jusque depuis mars 2023, s'est imposée à la surprise générale jeudi sur le sprint. Derrière elle suivent la Norvégienne Maren Kjerkaid et la Bulgare Milena Todorova. Chez les hommes,
1 et 2 et 3, Pauline. Les Bleus ont frappé fort vendredi en signant un triplé avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet devant ses coéquipiers Fabien Claude et Émilien Jacquelin. Tous les trois ont été sur le 3 premiers matchs du podium. Il y avait après la poursuite dans une course où on a vu que des Bleus jusqu'au dernier tir. Lou Jean Monod a été la plus solide pour remporter la poursuite samedi devant la Norvégienne Maren Kierkegaard et la Suédoise Elvira Öberg. Paula Botek, qui avait gagné au sprint, est victorieuse donc jeudi, s'est finalement classée 14e. La domination française sur ce week-end a pris fin avec la poursuite chez les hommes. Après 3 victoires individuelles en autant de courses depuis jeudi, la délégation française n'a rien pu faire malgré les départs en tête de Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude et Émilien Jacquelin. Les 3 Bleus ont été trop maladroits derrière la carabine pour empêcher les Norvégiens de reprendre leur domination avec la victoire de Stular Lagred devant les frères Tarrier et Johannes Bø. C'était un vrai combat. Norvège-France, ça a été exceptionnel pendant ces 2 jours. Il y avait pour finir le dimanche le relais simple, c'est-à-dire un homme et une femme ensemble. Paula Botet et Quentin Fillon-Maillet ont terminé à la 2e place. La Finlande s'est imposée pour la première fois sur cette épreuve. Et puis pour finir, le relais mixte, l'équipe de France s'est fait peur dans le relais mixte. Dernière épreuve de l'étape d'Oberhof, mais Fabien Claude, Éric Perrault, Jeanne Richard et Lou Jean Monod ont conclu dimanche par un 2e podium derrière la Suède. Toujours en sport d'hiver, mais cette fois c'est du ski alpin femme avec la Coupe du Monde à Sankt Anton en Autriche. Nous allons parler de la descente. L'Italienne Federica Brignone s'est imposée samedi lors de la descente devant la surprenante Suissesse Mallory Blanc. Pour sa première descente depuis 6 ans, Lindsey Vonn a fini 6e et du côté des Françaises, Laura Gaucher a pris la 16e place, Romane Miradoli la 22e, Karen Clément la 25e et Camille Cerruti la 32e place. Et en ce qui concerne le Super G, Lorraine Macuiga s'est imposée dimanche dernier pour son premier podium en Coupe du Monde. L'américaine devance l'autrichienne Stéphanie Venier, l'italienne Federica Brignone et la revenante Lindsey Vonn, la française la mieux placée Karen Clément est 16e, Romane Miradoli 21e, Laura Gaucher 22e et Camille Cerruti 29e. Oui, il faut rappeler que Lindsey Vonn revient à 40 ans après avoir fait un break de 4 années. En ski alpin, Coupe du Monde d'Aberdeen en Suisse aussi, les slaloms. Et c'est Clément Noël qui a remporté samedi ce slalom avec 2 centièmes d'avance sur le Brésilien Luca Pinheiro Braten et 14 sur le Norvégien Henrik Kristoffersen. C'est son 3e succès cet hiver et son 13e sur le circuit. Stéphane Amiez a pris lui la 6e place et Victor Muffa-Jandet la 11e en signant le meilleur chrono de la 2e manche. Il y avait aussi un géant, somptueux spectacle sous le soleil dans le vacarme dimanche à Aberdeen où le Suisse Marco Odermatt chez lui à domicile a remporté le géant pour la 4e fois d'affilée en devançant son compatriote Loïc Meillard et l'Italien Luca Ali Prandini, auteur du meilleur chrono de la 2e manche. Alexis Pinturo a pris la 12e place juste devant l'autre Français qualifié en 2e manche, Thibaut Favreau, 13e. Quelques mots de ski alpinisme avec la Coupe du Monde au lendemain de la victoire d'Émilie Harop lors du sprint. C'est une autre Française qui a brillé sur la Vertical Race samedi dernier à Shadag, théâtre azerbaïdjanais de la 2e manche de Coupe du Monde. L'expérimenté Axel Gachemo-Larré s'est imposé devant l'Autrichienne Johanna Jemmer et Émilie Harop. Il y avait du hockey sur glace aussi en division 2, 13e journée. Annecy a battu Toulouse-Blagnac 4-2 et Montpellier s'est incliné face à La Roche-sur-Yon 2-5. Également du basket 3-3 avec le World Tour. L'équipe Paris 3-3 et les médaillés d'argent olympiques deviennent Team Toulouse et restent sur les circuits mondiaux. Après l'arrêt du projet fédéral Paris 3-3, première équipe professionnelle de basket 3-3 en France, les médaillés d'argent olympiques Jules Rambaud et Franck Seguela vont rester sur les circuits mondiaux avec Paul Joko, Hugo Suard et Sylvain Sautier. Ils ont rejoint une nouvelle structure baptisée Team Toulouse. En basket, mais là chez les femmes, en Eurocoupe de 8e de finale, les 3 clubs français engagés jeudi en 8e de finale aller de l'Eurocoupe se sont inclinés. L'Asvel a tout perdu en fin de match face à Galatasaray, 72-77. L'Athès Montpellier est passé à travers de son match contre Carl Terme, 56-62. Et Angers est tombé sur plus fort face aux Beşiktaş, finalistes en titre et favoris de l'Eurocoupe, 52-64. Il y avait aussi en championnat féminin la Boulangère Wonder League, 13e journée. Landerneau s'est imposé 77-63 devant Montpellier. En basket homme, cette fois, et la 20e journée d'Euroleague, Monaco s'incline 84-98 à domicile jeudi contre Barcelone et perd la première place de l'Euroleague. L'Asvel s'impose à Istanbul face à l'Anadolu Efes 82-76. Paris Basket a encaissé sa 5e défaite d'affilée en Euroleague, 85-69 vendredi sur le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et en ce qui concerne la 14e journée d'Eurocoupe, Bourg-en-Bresse s'est imposé mercredi en Lituanie face à Lietkabelis Panevėžys
79-66. Oui, pas facile à prononcer ces noms-là. On passe au hand avec le tournoi de France à Strasbourg et pour leur dernier match de préparation au mondial, les Bleus se sont imposés vendredi contre le Portugal 44-38. Ils avaient gagné contre la République tchèque mercredi 37-28. Voilà, de bon augure avant l'entrée de nos Bleus dans ce championnat du monde qui démarre mardi prochain. Volley féminin. Oui, en volley féminin, Laurent, on va parler de la Liga féminine Saforel Power 6 avec la 16e journée, victoire de Nantes face à Béziers 3-1. Chez les hommes, en Marmara Split League, 16e journée, Toulouse s'est imposé devant Poitiers 3-7-1. Solide vainqueur du derby Héroltais à 7-3-1. Dimanche, Montpellier est revenu à hauteur du leader Tourcoing battu, lui, à Paris, vendredi 3-7-2. Quelques mots de football féminin avec les 16e de finale de Coupe de France. Toulouse s'est imposé contre Nice 3-0. Montpellier 4-1 contre Bourges. Et Rodez s'est incliné 3-0 face à Thonon-Évian. Et en Ligue 1 football, 17e journée chez les hommes, donc Strasbourg l'emporte à Toulouse 2-1. Angers a remporté un succès très précieux dans la course au maintien à Montpellier 3-1. En Ligue 2, 18e journée, Rodez a mis un terme à la bonne dynamique de 3 en s'imposant 2-1. On va maintenant parler de rugby à 15 avec la 3e journée de Coupe des Champions. L'Union Bordeaux-Bègles a enchaîné une 3e victoire bonifiée en 3 rencontres en s'imposant à Exeter 69-17. Plus solide, le Stade Toulousain s'est logiquement imposé à Durban face aux Sharks 20-8. Le Stade Français s'offre sa première victoire de la saison en Coupe d'Europe face aux Anglais d'Essein avec le bonus offensif 45-35. Large victoire de Castres face aux Blue Bulls 49-10. Toulon bat les Harlequins 33-21 avec le bonus offensif et se qualifie pour la phase finale. Et après 2 victoires, La Rochelle s'est inclinée à domicile face au Leinster 14-16. En ce qui concerne la 3e journée de Challenge Cup, Perpignan bat Cardiff 23-20. Large victoire des Connards devant Lyon 52-24. Montpellier s'impose face aux Lions 28-5. Pau s'est imposé sur le terrain des Newport Dragons 24-15. Défaite de Vannes à domicile face à Édimbourg 25-29 et Bayonne l'emporte sur le terrain des Black Lions 41-16. Et enfin, 16e journée de Pro D2, Grenoble s'envole en championnat après sa victoire à domicile face à Montauban jeudi soir 35-15. La lanterne rouge niçoise s'est logiquement inclinée contre le 3e Béziers 9-42 et Colomiers s'est imposé à Valence Roman 29-24. Et du rugby, nous passons sur les mers avec le Vendée Globe en voile. En tête du Vendée Globe, Charlie Dalin a pris de l'avance sur Johan Richomme dans la nuit de dimanche à lundi. Au pointage de 7h du matin, l'écart entre les deux hommes était de 192 miles et Dalin est désormais pratiquement à 200 000 de l'arrivée à suivre dans les jours qui viennent. Parlons d'automoto camion avec la 7e étape du Rallye Dakar. À la suite d'une note erronée dans le roadbook, une dizaine de voitures se sont égarées au milieu de l'étape de dimanche dernier. En auto, le Brésilien Lucas Moraes sur Toyota a brillamment remporté la 7e étape du Dakar dimanche. Après un imbroglio autour d'une erreur de navigation, Henk Lategan sur Toyota ne compte plus que 21 secondes d'avance sur Yazid Al-Raji sur Toyota. Et en moto, l'Australien Daniel Sanders sur KTM s'est imposé dans la 7e étape du Dakar, juste devant son plus proche poursuivant au classement général, l'Espagnol Tosha Charena sur Honda. Le Français Adrien Van Beveren sur Honda, 4e de l'étape, conforte sa 3e place. Merci pour ces résultats, Pauline. Et place maintenant à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec notre invité Antoine Lebellec. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission Et si on parlait de sport. Nous sommes ravis d'accueillir Antoine Bellec, le directeur du CREPS, donc Centre de ressources d'expertise et de performance sportive, et du CNEA, qui est le Centre national d'entraînement en altitude de Font-Romeu. Merci de répondre présent, Antoine, et bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir. On va commencer, Antoine, par d'abord en faire une petite présentation. Qui est Antoine et nous parler un peu de ton parcours par rapport à ton poste actuel, puis ton parcours tout simplement en tant que personne et éventuellement de sportif aussi. Alors, moi, c'est très simple. Moi, j'ai un parcours. Je viens du canoë-kayak qui a été quelque peu célèbre grâce à un certain Tony Estanguet ces derniers temps. Ouais, on connaît un peu. Paris. Donc voilà, moi, je viens de cette discipline du canoë-slalom. Voilà, j'ai été bercé par l'entraînement, la compétition, les pôles d'entraînement. Et puis, le sport et la pratique du bateau m'a amené petit à petit à en faire mon métier, puisque j'ai passé un concours du ministère des Sports. Et donc, depuis plus de 20 ans maintenant, je travaille dans différents centres ou services du ministère des Sports. Et là, ça fait donc 5 ans que je suis effectivement au Centre national d'entraînement en altitude. Ce centre existe depuis plus de 50 ans, c'est ça? Ah ouais, le centre, lui, il a une histoire bien plus ancienne que la mienne, évidemment. Du coup, ce centre, il a été créé en 67, pour
pour préparer les équipes de France aux Jeux de Mexico. Et donc, c'était un pari un peu fou, j'allais dire, à l'époque du général de Gaulle, qui était un peu déçu des mauvais résultats de l'équipe de France. Et il a décidé de faire un beau centre en montagne, au soleil, avec déjà l'idée que pour performer en altitude, puisque Mexico c'est en altitude, il fallait s'entraîner en altitude. Et donc, le pari était plutôt réussi. Il y a eu de belles médailles, notamment celle de Colette Besson, qui s'était entraînée à Font-Romeu et puis qui a fait médaille d'or à Mexico. Et puis depuis plus de 50 ans, l'histoire perdure dans ce beau centre et ce beau territoire. Et comment tu décrirais cette évolution et la place dans le monde du sport de haut niveau pour ce centre? Ce centre, pourquoi il a survécu, j'allais dire, à toutes ces années, c'est qu'à la fois il a été prévu avec énormément d'installations sportives, donc pour pouvoir accueillir différents types de sports. On a en chiffres clés, si je peux te livrer quelques chiffres clés, on a en gros plus de 50 nations dans 35 sports qui viennent chaque année au CNEA. Mais il a été aussi prévu avec un volet éducatif sportif pour le territoire, puisqu'on est mixé à un collège-lycée, le lycée Pierre de Coubertin, qui fait que c'est le parfait endroit pour pouvoir, pour les jeunes générations, combiner à la fois de l'entraînement, mais à la fois de la formation scolaire et universitaire, parce que un peu plus récemment dans l'histoire de centre, il y a aussi une université qui s'est installée avec le STAPS, la formation en tout cas l'université dans le domaine du sport. Donc voilà, on a un triptyque qui fait que ce centre, à chaque fois, il a su se moderniser, il a su se compléter, et puis il a formé des générations de sportifs. Alors aujourd'hui, on va un petit peu s'orienter, puisque je crois qu'il neige un petit peu partout. On va s'orienter sur les sports d'hiver qui sont concentrés sur le centre. Quels sont justement les sports d'hiver qui bénéficient des infrastructures et de l'accompagnement du CNA de Font-Romeu? Alors c'est vrai que si on accueille beaucoup de sports, les sports d'hiver sont un des piliers. On est à 1850 mètres, on a la montagne, on a un super territoire. Donc en fait, on a pas mal de disciplines, en tout cas à l'année, dans ces fameuses structures d'entraînement qu'on appelle les pôles des fédérations qui permettent justement d'accueillir ces jeunes qui sont à la fois scolarisés et qui font de l'entraînement. On a un pôle d'entraînement qui s'appelle le Centre interrégional d'entraînement de la Fédération française de ski. Et là, c'est assez simple, c'est toutes les disciplines du ski. On a le ski de fond, on a le biathlon, on a le ski freestyle, on a le ski alpin, on a le snowboard. Donc ça, c'est un premier gros, c'est la grosse première marche de la formation sportive en ski au CNEA. Ensuite, on a un pôle France snowboard freestyle. Alors là, c'est une petite fierté pour les Pyrénées, puisque la fédération, elle a décidé de mettre ce pôle France et donc les meilleurs athlètes à Font-Romeu et non pas dans les Alpes, qui est un peu le cas pour les autres disciplines du ski. Donc on est assez content. Et puis on a deux autres disciplines qui sont là à l'année. Le short track. Alors le short track, c'est du patinage de vitesse sur courte distance. Short track. Et donc on a un pôle France qui est là à l'année. Alors cette année, ils sont pas là parce on fait des beaux travaux d'amélioration de la patinoire. Donc, mais ils vont revenir assez vite. Et puis pour terminer, un petit dernier dans les disciplines du ski, c'est une nouvelle discipline qui va arriver au jeu en 2026, c'est le ski alpinisme. Voilà, que les gens connaissent peut-être plus sous le nom ski de rando. En tout cas, là, c'est la version sportive du ski alpinisme. Donc ça, c'est les disciplines du ski et de sport d'hiver qui sont présentes à l'année au CNEA. Et tout à fait, on les a déjà reçus dans l'émission. Ils font partie d'une autre fédération que celle de ski. J'avais découvert ça avec Montagne Escalade et on a vu d'ailleurs ce week-end des résultats positifs de nos sportifs en ski d'alpinisme. On en reparlera parce que c'est une discipline à découvrir effectivement par rapport aux Jeux Olympiques. On parle d'infrastructures adaptées et une approche pluridisciplinaire. Quels sont effectivement les équipements ou technologies spécifiques dont disposent les athlètes sur place? Alors bon, si on reste sur l'idée du ski, parce qu'on est dans l'hiver, il neige, il fait froid. Le CNEA, c'est une parfaite combinaison entre les infrastructures du centre en propre et les infrastructures du territoire. Donc évidemment, pas de ski sans les belles stations des neiges catalanes, que ce soit Font-Romeu, que ce soit les Angles ou les autres. En tout cas, il y a à la fois ces stations qui fournissent évidemment la neige et les pistes, et puis il y a aussi d'ailleurs un pas de tir sportif et de ski roue qui appartient à la communauté de communes Pyrénées-Catalanes, qui nous permet d'accueillir des stages l'été. Donc on a aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en stage les équipes de France de ski de fond, de biathlon qui viennent en stage, mais elles c'est plutôt sur la partie estivale. Et donc ça c'est le territoire. Et puis le centre, il va fournir à la fois de l'hébergement, de la restauration, de la préparation physique. Il va fournir aussi
et ça c'est notre spécificité, tu parlais de technologie, pas mal de matériel et technologie dans le champ de la prep physique, du médical, de la réathlétisation et surtout de l'entraînement, ce qu'on appelle nous en stress environnemental, c'est-à-dire la préparation à l'altitude, la chaleur, l'humidité. On est plutôt bien équipé dans ce domaine. Alors ça nous donne un résultat, quand j'ai regardé un peu les chiffres, de plus de 200 médaillés olympiques qui sont passés par Font-Romeu. Quelle est la clé selon toi pour transformer un athlète prometteur en champion dans un environnement comme le tien, comme celui de Font-Romeu? Alors nous on n'a pas on reste humble et on n'est pas à l'origine de la transformation des athlètes. Il y a évidemment tout un travail des fédérations, des clubs, des bénévoles et ça partout, dans les 5 continents. Et puis il y a des talents qui émergent, parce que il y a aussi des talents dans toutes les disciplines. Par contre, de plus en plus et depuis 50 ans, on en parlait tout à l'heure, on sait que l'altitude et l'entraînement en altitude, c'est un des facteurs, en tout cas dans certaines disciplines, qui va permettre d'optimiser un petit peu ce gain de performance et d'aller chercher, les petits pourcentages qui vont faire la différence sur la ligne d'arrivée. Et donc, au centre, évidemment, on a des protocoles d'entraînement et d'accompagnement, en tout cas des fédérations et des sportifs, sur l'usage de l'altitude, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi non plus avec. Et puis, si pendant longtemps on était sur de l'altitude naturelle à 1850 mètres, maintenant ça fait, 5-6 ans qu'on utilise aussi l'altitude artificielle avec une salle d'entraînement qui varie de 0 à 7000 mètres, plus 14 chambres, dans lequel on a poussé, un peu l'accompagnement très précis. Et ça peut expliquer en tout cas que les séjours à Font-Romeu puissent derrière générer de belles médailles pour des sportifs. Alors justement, t'évoques une approche un petit peu individualisée. Comment vous collaborez avec les entraîneurs ou les experts pour répondre aux besoins spécifiques? On vient de le voir avec cette salle-là, mais pour aider les athlètes, est-ce qu'il y a des choses particulières de collaboration entre vous et justement tous ces entraîneurs? Ouais, bien sûr. Évidemment, nous, on est là au service des fédérations, au service des entraîneurs. Alors déjà, bien préciser qu'on ne fournit pas le même service à nos athlètes des équipes de France qu'aux étrangers, qu'on est très content d'accueillir, mais on garde notre expertise et puis nos petits savoir-faire pour nos équipes de France et nos Français. Et en général, c'est une relation il y a une équipe de France qui vient, je peux te prendre l'exemple du canoë slalom, qui était pas une équipe habituée à venir depuis des années et des années à Font-Romeu. Et puis c'est un premier contact avec des coachs, des athlètes qui viennent faire un premier stage, qui viennent découvrir l'altitude. Et puis petit à petit, nos équipes, de ce qu'on appelle nous l'unité d'accompagnement à la performance, vont travailler avec les entraîneurs, vont travailler avec les athlètes, vont monitorer. Monitorer, ça veut dire on va suivre tous les paramètres de chaque sportif pour les accompagner dans une échéance à venir. Donc en général, il faut pas s'y prendre à la dernière minute, c'est plutôt 2, voire 3, voire une Olympiade avant, c'est-à-dire 2-3 ans, voire 4 ans avant, qu'on va mettre en place un protocole de stage. Ils vont revenir 1, 2 ou 3 fois dans l'année, si je prends l'exemple du triathlon. Et à chaque fois, comme on a les données des stages précédents, on voit comment l'athlète, le sportif évolue au cours de ses séjours. Et puis on est capable petit à petit d'affiner les réglages pour que le sportif reparte de Font-Romeu au bon moment et puis qu'il puisse bénéficier, à taux plein de tous les bénéfices de l'altitude pour la compétition de jour J. Alors on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir des échéances olympiques déjà dans un an, mais voire un peu plus loin en France en 2030. Quels sont les principaux défis que le centre doit relever pour continuer à rester une référence mondiale en matière de haute performance et justement pour accompagner la génération qui va aller défendre les couleurs de la France en 2030, on va dire? Ah ouais, tu parlais de génération, tu parlais de ski. Bon, et j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est quand même le site qui a vu passer Martin Fourcade et qui a vu passer Perrine Lafont. Si on parle de sport d'hiver, on a déjà effectivement un petit vécu assez intéressant. Maintenant, tu as raison, il faut rester il faut se focus dans le futur. Le défi du centre, c'est pas tellement la notoriété ni l'expertise, mais c'est plutôt de moderniser les installations, de maintenir un haut niveau de qualité, parce que c'est un centre qui est ancien, c'est un centre qui a été conçu à l'époque avec certaines normes, et notamment des normes environnementales qui sont pas celles d'aujourd'hui. Donc ça, c'est tout un travail qui est fait aujourd'hui par la région Occitanie, qui est propriétaire du centre, qui vise à moderniser les installations, à les rénover, que ce soit d'ailleurs du côté lycée pour accueillir les sportifs qui sont en double projet, ou du côté du CNEA. Et donc c'est un travail qui est largement engagé. Je te parlais de la patinoire.
Voilà, cette patinoire elle est fermée pour 6 mois. On rénove tout le circuit d'énergie, on rénove la glace, tout le système de chauffage aussi. On va récupérer l'énergie de la patinoire pour chauffer l'eau des piscines. Donc ça, c'est le principal défi, c'est la modernisation du centre pour qu'on reste toujours attractif à l'échelle évidemment française mais internationale. Donc avec l'espoir d'être soutenu justement en vue des Jeux Olympiques, même si ça se passera pas tout à fait dans les Pyrénées, mais quelque part vous allez être une base arrière qui va bien préparer un certain nombre de sportifs, j'imagine. Ah oui, on va être à la fois une base arrière. Je te le disais tout à l'heure, sur le snowboard freestyle, on a les meilleurs Français qui sont là. Je peux citer par exemple Romain Allemand, qui est un snowboarder entraîné par Romain Ndombé et qui fait partie de ce groupe France Élite qui est une cible pour les Jeux Olympiques de Milan, mais certainement aussi des Alpes 2030. Et puis on accueille, je te le disais aussi tout à l'heure, en base arrière parce qu'ils viennent l'été faire des gros stages de ski roue, de tir et de préparation physique, les équipes de France de ski de fond et de biathlon. Donc on sera indéniablement un des centres français qui vont contribuer à l'accompagnement de ces fédérations sportives pour les Jeux Olympiques. Et j'oublie pas évidemment, on est le seul centre, j'allais dire du ministère des Sports et de la région à avoir une patinoire. Donc on va pouvoir accompagner fortement le short track et pourquoi pas le hockey, parce qu'on n'a pas, ça fait quelques années que le hockey, les équipes de France ne viennent plus à Font-Romeu, mais en tout cas c'est un travail qu'on peut refaire avec cette fédération et on a bien envie d'aller voir ce qu'on peut leur proposer, notamment en mixant l'usage de la patinoire et l'usage de l'altitude. Alors on l'a évoqué quelques noms tout à l'heure, est-ce que tu en as quelques-uns à nous citer? On a Perrine Lafont, on a Martin Fourcade, on a aussi toutes les équipes biathlon qui tournent bien. Est-ce qu'il y a quelques noms aussi comme ça spontanément pour faire rêver un peu nos jeunes, pour amener ma question qui suit derrière? Écoute, non, je crois que tu les as cités, en tout cas les noms sur les sports d'hiver. Voilà, Martin Fourcade, 6 médailles d'or au jeu, 13 fois champion du monde. Perrine Lafont, c'est un titre de championne olympique, 5 fois champion du monde. En snowboard, on a Vincent Maharavo, on a Romain Allemand, on a Enzo Valax. Enfin voilà, c'est des jeunes aujourd'hui qui sont sur le circuit des coupes du monde et qui sont qui sont dans la course pour aller chercher des médailles olympiques, quoi. Alors ça m'amène à la question, parce que là tu nous as fait rêver avec ces noms-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter, qui se disent oui, ça m'intéresserait. Je suis un jeune athlète, j'ai envie d'intégrer ce centre pour atteindre le plus haut niveau. Concrètement, comment je m'y prends, comment ça se passe, par où on doit passer, qu'est-ce que tu peux donner comme tuyau à ceux qui se posent des questions? Bon, en tout cas, il faut déjà se faire plaisir, être passionné de sport et donc déjà avoir une petite approche de la pratique sportive, de la compétition dans un club, que ce soit à Font-Romeu ou ailleurs, partout en France. Et puis ça va être certainement une première approche, c'est-à-dire qu'en général, les fédérations organisent ce travail de détection des sportifs et donc vont à un moment donné pour les sportives et les sportifs qui ont un certain niveau, leur proposer d'intégrer des structures d'entraînement qu'on appelle les pôles. Et donc c'est par ces fédérations qu'à un moment donné, les jeunes peuvent candidater. On va rentrer dans la période, là tu vois, on est en janvier, les familles de sportifs vont commencer à pouvoir déposer des dossiers pour pouvoir intégrer le centre l'année prochaine à la rentrée de septembre 2025. Mais c'est vrai que le chemin peut être un peu long parce que il faut un bon niveau sportif, mais aussi il faut un bon niveau scolaire, parce qu'on est vigilant à ce que ces jeunes, ils mettent pas tout non plus les œufs dans le même panier et à faire que du sport et à délaisser la partie scolaire et formation. Donc il y a un petit chemin de sélection à parcourir, mais en tout cas c'est pas impossible dès lors qu'on est motivé et puis qu'on a l'envie. Écoute, merci. Je pense que c'est important de marquer la notion travail, parce que quand on veut faire du sport de haut niveau, il faut effectivement être bon à tous les niveaux pour avoir un corps sain dans un esprit sain, comme on dit dans le jargon. C'est important de le noter. Merci en tout cas. On espère de venir vous voir et à l'occasion avec Et si on parlait de sport, pourquoi pas faire une émission en direct du Centre national de Font-Romeu. Ça sera un grand plaisir. Merci en tout cas Antoine pour toutes ces explications. J'espère que ça permettra aux gens d'appréhender un peu plus ce qui se fait et tout le travail que vous faites là-haut dans cette belle montagne des Pyrénées. Un grand merci. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Place à la chronique sport et professionnalisation avec la présentation du dispositif Guide Saut 31. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et 5e chronique sport et professionnalisation avec nos amis de Profession Sport Animation 31. Et on reçoit cette fois-ci Thibaut Verne qui est chargé de communication. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter ce qu'est le dispositif Guide Asso 31. On a vraiment envie de savoir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il y a derrière ce Guide Asso 31. Alors Guide Asso, c'est un réseau national qui propose un service de proximité pour les associations loi 1901. Donc ça regroupe diverses structures qui sont labellisées, associations, collectivités, institutions. L'idée, c'est d'accueillir, d'orienter, d'informer et d'accompagner les associations dans tout ce qui implique la vie associative, qu'on soit bénévole, dirigeant associatif, salarié d'association, porteur de projet. Guide d'Asso est là pour vous aider, quel que soit le domaine d'intervention ou le territoire d'implantation. Alors ça a l'air d'être un dispositif très inclusif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont fonctionne ce service et surtout qui peut en bénéficier ? Alors le service, il est accessible à tous, sans condition. C'est le principe d'universalité. Ça signifie que toute personne ou structure intéressée par la vie associative peut faire appel à nous ou à d'autres acteurs de l'accompagnement, que ce soit pour un simple renseignement ou pour pousser un accompagnement plus approfondi. Nous, à PSA 31, on a participé à ce dispositif grâce à notre expérience au niveau de l'accompagnement et aussi du fait qu'on était centre de ressources et d'information pour les bénévoles, donc plus communément appelé CRIB. Et d'ailleurs, vous avez été labellisé récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Oui, en effet. Un label, ça veut dire qu'il y a quelque chose de beau. Exactement. On a été labellisé au mois de juillet en tant qu'accompagnateur généraliste. Donc, via cet accompagnement, on peut accompagner sur tout type de sollicitation, quel que soit le secteur d'activité. Et là, plus récemment, en septembre, on a été aussi labellisé accompagnateur spécialiste sur la thématique de l'emploi. Donc là-dessus, on a une expertise particulière qui est reconnue pour les associations qui emploient du personnel. Au-delà de ça, on a aussi notre partenaire commun d'ailleurs, le comité départemental olympique et sportif 31, qui lui a été labellisé accompagnement spécialiste sur le secteur du sport. Donc ça fait vraiment ici un gros pôle d'accompagnement pour les associations. Eh bien, on vous remet une médaille, j'imagine, un gros label avec un diplôme de labellisation, j'imagine, pour votre travail. Ça montre qu'il y a une bonne complémentarité donc, entre vos structures. Concrètement, comment se déroule l'accompagnement que vous proposez ? Alors, l'accompagnement sur Guide Asso, il est plutôt sur une notion de parcours, en fait. On peut très bien avoir des personnes qui viennent directement nous solliciter ou qui viennent aussi par d'autres acteurs de l'accompagnement ou de l'orientation. Là-dessus, nous, ce qu'on fait en premier, c'est d'évaluer les besoins de la personne, du demandeur, pour faire un diagnostic individualisé. À partir de là, on va lui fournir les informations, les connaissances, les conseils adaptés, éventuellement des outils aussi, pour répondre à ses besoins. Là, on est vraiment sur de l'aide à la structuration de projet. Donc, on fait un suivi personnalisé des questionnements et on mobilise parfois aussi des ressources extérieures. C'est pour ça qu'il y a le lien, par exemple, avec d'autres acteurs de l'accompagnement comme le GDOS 31, qui est plus spécialisé sur le sport et qui peut peut-être apporter aussi des éléments supplémentaires. Alors, ça paraît vraiment très complet. Vous dites aussi que vous êtes impliqué dans ce réseau. À quoi ça consiste exactement ? En fait, sur le département de la Haute-Garonne, on a de suite été associé au comité d'organisation de pilotage. Donc là-dessus, on a participé activement au partage des outils, on a contribué aux différents chantiers du réseau et on a participé à tout un tas de rencontres et de temps de vie du réseau. Là-dessus, c'est vraiment notre expérience sur l'accompagnement qui a œuvré et on a été très mobilisés là-dessus. Donc le guide Asso est donc disponible à partir de ce mois-ci ? Oui, c'est déjà en cours depuis quelques temps, mais effectivement, l'accompagnement il continue à se construire. Venez nous voir si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur vos projets. Merci Thibaut pour ces explications donc détaillées. Le réseau Guide Asso semble effectivement être une ressource inestimable pour vous les associations. Pour tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de PSA 31 ou du DOS 31 pour bénéficier de cet accompagnement. Merci Laurent. À bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Louis Dumas. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré,
à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Dumas, compétiteur et ancien membre de l'équipe de France jeune en ski alpinisme. Bonjour. Bonjour. Alors Louis, pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton parcours ? Oui, alors moi ça fait maintenant 8 ou 9 ans que je fais du ski alpinisme et du trail en compétition. Je suis passé par la section sportive puis le pôle espoir à Font-Romeu, et en ski alpinisme j'ai eu l'occasion d'être sélectionné à 2 reprises en équipe de France jeune notamment, et aujourd'hui je continue toujours. Je suis en école d'ingénieur que je vais bientôt terminer et toujours compétiteur dans ces 2 disciplines. Et comment as-tu découvert justement le ski alpinisme et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire une discipline de haut niveau ? Alors moi j'ai découvert avec mes parents en fait qui en faisaient, et petit à petit j'ai vu qu'il y avait la section montagne à Font-Romeu qui existait, et donc je me suis orienté vers ça, et puis ça m'a tellement plu qu'après le lycée j'ai décidé de continuer en parcours aménagé à l'INSA à Toulouse, et voilà, ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Alors peux-tu expliquer en quoi consiste le ski alpinisme pour ceux qui ne connaissent pas bien cette discipline ? Alors le ski alpinisme en fait c'est ce qu'on appelle plus communément le ski de randonnée, donc ça consiste à monter des pistes ou hors piste avec des skis dont on peut décoller le talon. Donc on a un insert au niveau de l'avant du pied qui nous permet de le pivoter, et on a dessous ce qu'on appelle des pots de phoque qui sont en synthétique mais qui nous empêchent de reculer dans la pente, et quand on arrive en haut on peut descendre, basculer le matériel en mode descente et descendre comme en ski alpin. Oui, l'expression pot de phoque, c'est bien pour préciser que c'était une vieille expression, parce qu'à l'époque c'était ça, mais aujourd'hui on est bien d'accord, tu l'as précisé, c'est du synthétique. Oui, c'est ça, et même les pots de phoque naturels, les vrais pots de phoque sont carrément interdites en compétition évidemment. Voilà, pour rassurer tout le monde. Et alors tu viens de nous parler de ce qu'est le ski alpinisme. Quelles sont les différentes épreuves dans ce sport, notamment en compétition ? Alors en compétition, on va pouvoir identifier 5 types d'épreuves majeures. Les premières, c'est les courses individuelles, donc c'est un peu les courses reines, on va dire, qui représentent vraiment l'origine du sport. C'est des courses qui font entre 1300 et 1900 mètres de dénivelé, positif et négatif, et donc c'est souvent une succession de montées, descentes, avec parfois des portages, donc les skis sur le dos, éventuellement des passages en crampons où on doit se longer. Donc ça c'est un peu le format classique. On a le même type de format en équipe, donc les courses par équipe c'est souvent un peu plus long, on va pouvoir dépasser les 2000 mètres de dénivelé, et ça se fait soit en binôme soit en trinôme, et une des plus connues en France notamment c'est la Pyramenta. Et après sur les formats un peu plus courts qui ont été créés un peu plus récemment, on a d'abord la Vertical Race qui est un parcours uniquement en montée, donc on part tous ensemble et c'est le premier arrivé en haut qui a gagné. Ça fait entre 500 et 700 mètres de dénivelé. Et après les deux formats olympiques qui ont été créés donc plus récemment et qui sont des formats plus courts mais plus explosifs et plus visuels, ça va être le relais qui consiste en 2 boucles pour un total d'environ 150 mètres à faire en équipe mixte, donc c'est souvent la fille qui part en premier, qui va faire les 2 boucles, donner le relais à son coéquipier et ainsi de suite 2 fois. Voilà, c'est ça pour le relais. Et enfin le dernier format ça va être le sprint, donc là c'est un parcours d'à peu près 70 mètres qui condense un peu tout ce qu'on peut trouver dans le ski alpinisme, donc on a des petites conversions, un passage avec les skis sur le sac et une petite descente, et ça on fait des qualifications individuelles, et ensuite ça se déroule en phase finale, donc des quarts de finale, demi-finale et finale où on part par 6, et à chaque fois certains candidats sont sélectionnés pour le tour suivant et d'autres compétiteurs sont éliminés. Donc c'est des compétitions, il y a des compétitions individuelles, hommes et femmes séparés, et comme tu disais tout à l'heure, il y a de la mixité en fait dans ces épreuves. Oui, c'est ça. Le relais en fait c'est vraiment une
une épreuve mixte qui a été pensée aussi pour être adaptée à un format olympique. D'accord, c'est un peu ce qui se passe avec nos amis du biathlon. Oui, voilà, c'est ça. C'est des épreuves qui sont un peu plus adaptées et qui correspondent à d'autres standards. En fait, on s'éloigne un peu de l'essence de la discipline, mais ça permet de faire des disciplines un peu plus explosives et plus visuelles et qui ont aussi d'autres intérêts en fait. Et c'est plus attractif peut-être pour le grand public, quoi. Voilà, exactement. Souvent les relais et les sprints, ça peut être organisé en pied de piste. Donc tout de suite les personnes qui sont sur la station peuvent le regarder assez facilement et comme ça va assez vite, c'est souvent plutôt impressionnant. Ouais, c'est ça, on amène le spectacle au bord du terrain. Voilà, c'est ça. Et quelles sont les principales qualités nécessaires pour exceller en ski alpinisme ? Alors les qualités du coup elles vont vraiment dépendre du type de format qu'on privilégie. Sur les courses classiques, ça va être vraiment de l'endurance et de la technicité. Il va falloir être aussi bon en descente, par exemple, quand c'est en hors-piste. Mais donc voilà, c'est surtout des qualités pour de l'endurance plutôt longue. Alors que sur les sprints et les relais, par exemple, ça va être l'opposé. Il va falloir être très explosif et en même temps irréprochable sur toutes les manipulations qu'on fait. Donc que ce soit mettre ou enlever les pots, mettre et enlever les skis du sac. Et donc ça c'est des qualités. Et justement, tu parles de hors-piste. C'est un sport qui peut paraître dangereux. Quel est le matériel dont tu as besoin ou qui est obligatoire ? Alors sur les courses sur toutes les courses courtes, il va y avoir du matériel assez basique comme le casque qui sera obligatoire. Sur les courses longues, donc dès qu'on sort souvent des pistes et des domaines skiables, on va devoir prendre avec nous le kit de sécurité, donc avec le détecteur de victimes d'avalanche, une pelle, une sonde, une couverture de survie, un certain nombre de vêtements pour le haut et le bas du corps. Les organisateurs, ils essaient toujours d'éviter au maximum le risque et de s'assurer que les endroits dans lesquels les compétitions vont passer sont bien sécurisés. Maintenant, au cas où, voilà, la règle de prudence de base en ski de randonnée, c'est quand même de prendre tout ce matériel de sécurité. Donc, on l'applique aussi sur les compétitions. Alors, pour revenir justement à la compétition, le ski alpinisme va faire son entrée aux Jeux d'hiver en 2026 à Cortina d'Ampezzo. Que représente cette reconnaissance pour la discipline ? Je dirais que c'est déjà une reconnaissance de la légitimité de notre sport parce qu'on on a souvent eu du mal à coexister au milieu d'autres sports, d'autres fédérations et même au niveau des stations de ski. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de stations qui, en partie grâce à ça, développent des itinéraires de ski de randonnée qui cadrent un peu plus la pratique, alors qu'avant, ça pouvait être parfois les pratiquants pouvaient pratiquer un peu n'importe où sur les pistes et parfois ça pouvait être dangereux et d'autres fois les stations interdisaient tout simplement. Donc à ce niveau-là, je pense que les Jeux Olympiques vont déjà apporter beaucoup. Et puis aussi pour la professionnalisation de notre sport, parce qu'on voit depuis quelques années du coup des athlètes qui sont vraiment spécialisés, qui se consacrent vraiment à ces disciplines courtes, donc le relais et le sprint, qui sont les disciplines olympiques. Et je pense que ça peut apporter beaucoup de visibilité aussi à notre sport. Et donc j'espère que ça sera une belle réussite en Italie. Et alors la France est très bien représentée en ski alpinisme, avec des athlètes comme Emilia Rope et Axel Gachet-Mollaret qui brillent actuellement en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui fait selon toi la force de cette équipe française ? Bonne question. Selon moi, la force de l'équipe française, c'est sûrement partagé entre la motivation de tous les athlètes et du staff, le soutien qu'il peut y avoir, même s'il n'est pas parfait et pas irréprochable, de la fédération. On est quand même une nation historiquement qui a été forte en ski alpinisme, qui figure dans le haut du classement depuis très longtemps. Je pense que la fédération essaie de pousser au maximum les athlètes qui en ont le niveau. Et puis aussi, c'est une question d'individualité. Je pense qu'avec les Jeux Olympiques qui arrivent, les choses peuvent évoluer puisque vous avez maintenant un objectif et je pense qu'une fédération, elle est sensible à ça, de pouvoir rapporter des titres. Là, on l'a vu avec des compétitions ce week-end, la Coupe du Monde, il y a eu de bons résultats. Chez les garçons, tu as des informations sur les garçons à nous donner ? Oui, chez les garçons, on a eu quelques médailles aussi et quelques autres athlètes bien placés. Par exemple, pour rester sur les top 10, en sprint, on peut citer la 4e place de Thibaut Anselmé et la 7e de Pablo Ginet. En vertical race, on a eu 4
4e et 5e, Thibaut Anselmet et Samuel Eki, et les mêmes mais dans l'autre sens sur l'individuel, et cette fois-ci avec des beaux podiums. Donc la 2e place de Samuel Eki, la 3e de Thibaut Anselmet, et ensuite c'est même un tir groupé avec Anselme Damevin 5e, William Bombardier 6e, Xavier Gachet 7e et Gédéon Pocha 8e. Donc les Français sont quand même très très souvent dans les places d'honneur. Dans tout ça, c'est des futurs compétiteurs qui préparent les Jeux Olympiques en même temps, quoi. Oui, peut-être pas, parce que les Jeux Olympiques sont vraiment sur le sprint et le relais, mais tous sont vraiment dans une logique de haut niveau, de performance, voire de professionnalisation. Alors, Louis Dumas, il se prépare pour peut-être pas là, mais pour 2030 avec les Jeux Olympiques qui seront chez nous. Si les disciplines restent comme aujourd'hui, ça m'étonnerait assez fort, parce que moi je préfère vraiment les disciplines assez longues, donc les courses en individuel ou par équipe, les formats classiques. Mais bon, on sait jamais si les formats évoluent et que je continue toujours dans cette lignée, on peut toujours rêver de ça. Et alors en première mi-temps, on a interviewé Antoine Lebellec, qui est directeur du Centre national d'entraînement de l'altitude de Font-Romeu. Justement, en quoi le CNEA joue un rôle clé dans la préparation des skieurs alpinistes et comment cet endroit contribue-t-il au développement des skieurs? Alors le CNEA, il faut savoir que c'est lui qui supporte depuis sa création le pôle espoir de Font-Romeu, donc qui a été le premier pôle espoir de France. Il a été créé en 2022 en même temps que le pôle France après Manon, et depuis il y a aussi un autre pôle espoir à Chamonix. Mais du coup le CNEA, en plus de représenter un lieu d'entraînement prisé par beaucoup de sportifs, ça permet de vraiment pousser tous les jeunes skieurs alpinistes des Pyrénées notamment, puisque c'est une grande majorité de Pyrénéens qui sont au pôle espoir. Donc grâce au soutien du CNEA et du pôle espoir, c'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de Pyrénéens qui tournent encore en Coupe du Monde, surtout chez les jeunes. Donc là, c'est vrai que les premières générations du pôle espoir arrivent en fin de catégorie jeune, voilà, et sont toujours en équipe de France pour certains. Et comment est-ce que tu imagines l'évolution du ski alpinisme en France et dans le monde dans les années à venir? Je pense qu'il va y avoir deux variantes de ski alpinisme en fait qui vont se développer de plus en plus. Enfin, en tout cas, si les formats olympiques restent les mêmes, je pense qu'il va vraiment y avoir une partie des compétiteurs qui vont s'orienter sur ces formats olympiques, et une autre partie qui va préférer les formats plus montagnards et plus longs. Et les deux n'étant pas forcément incompatibles, mais je pense que avec la densification du niveau, il va y avoir de plus en plus les gens vont devoir de plus en plus choisir et se spécialiser pour vraiment réussir à être performants. Et en même temps, j'espère qu'il va y avoir une démocratisation un peu plus poussée du ski alpinisme ou du ski de randonnée en général, pour continuer à surfer sur cette vague des Jeux Olympiques et pour que les gens profitent au maximum de la montagne. Et Louis, pour conclure cet échange, quel conseil tu donnerais à des jeunes ou des personnes qui souhaitent se lancer dans le ski alpinisme? Déjà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous y mettre, et parce que c'est un sport qui peut peut-être faire peur au premier abord, notamment par l'effort physique qu'il demande, mais au final, en y allant progressivement, c'est vraiment un type d'effort qui peut parfaitement s'apprécier. Et l'autre gros conseil, je dirais, c'est ne jouez pas sur la sécurité. Peut-être commencer en école de ski dans un club FFME pour apprendre les bases du ski, de sa technique, de la montagne, de la sécurité en montagne, et comme ça ensuite en profiter pleinement et sans risque avec la progression. Un grand merci Louis pour ces échanges passionnants. Bonne continuation pour l'ensemble de tes projets. Tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Et bien, merci à vous, bonne continuation. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match.
Et oui, avec une fin du match et de cette 83e émission avec les grands rendez-vous de l'agenda sportif de la semaine. Pauline. Oui, on va commencer du dimanche 12 au dimanche 26 janvier du tennis avec le Grand Chelem hommes et femmes, l'Open d'Australie à Melbourne. Il y a aussi du handball avec l'ouverture des championnats du monde du mardi 14 au lundi 20 janvier. Un championnat du monde qui va se dérouler sur 3 pays avec le Danemark, la Croatie et la Norvège. Le mardi 14 janvier du handball avec le premier tour des championnats du monde. La France affrontera le Qatar à 18h. Du basket avec l'Euroleague Homme 21e journée. Villeurbanne affrontera Partizan Belgrade. Paris recevra Istanbul et en ski alpin, il y aura la Coupe du Monde Femmes avec le slalom à Flachau en Autriche. Mardi 15 janvier, suite de l'Euroleague Homme, donc en basket 21e journée. Bayern de Munich qui affronte Monaco. En Euroleague pour les femmes, deuxième tour. Bourges affronte Basketland. Du mercredi 15 au dimanche 19 janvier du biathlon avec la Coupe du Monde à Ruhpolding en Allemagne. Le jeudi 16 janvier, basket Euroleague, 22e journée, Villeurbanne, Berlin, Paris, Maccabi, Tel Aviv. Et en handball, championnat du monde, le premier tour toujours avec le Koweït France à 18h. Le vendredi 17 janvier, du basket avec la deuxième journée d'Euroleague Homme. Belgrade affrontera Monaco. En National 1 chez les hommes, Rennes jouera contre Toulouse. En football, pour la Ligue 1, Montpellier affrontera Monaco. En Ligue 2, pour la 18e journée, Guingamp recevra Rodez. En rugby, pour la Challenge Cup, la 4e journée, Newcastle affrontera Montpellier. Et en Pro D2, pour la 17e journée, Soyaux-Angoulême affrontera Béziers, Colomiers recevra Dax et Montauban jouera à domicile face à Valence-Roman. Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, ski de fond avec la 7e manche de la Coupe du Monde au Rousse en France avec un 10 km libre, un sprint classique et un 20 km classique pour les hommes et les femmes. Il y aura aussi du ski alpin, Coupe du Monde homme, un super G, descente et slalom à Wengen en Suisse. Du samedi 18 au dimanche 19 janvier, la Coupe du Monde femmes avec la descente et super G à Cortina d'Ampezzo en Italie. Et du samedi 18 au jeudi 23 janvier, Snow Freeride World Cup 2025 à Baquera Beret Pro en Espagne. Le samedi 18 janvier va être chargé, il va y avoir du volley avec la 17e journée de Marmara Spike League. Cannes affrontera Narbonne, Tours recevra Toulouse, Montpellier jouera à domicile face à Paris, Saint-Nazaire affrontera Sète et en Liga féminine Saforel Power 6, 17e journée, Béziers jouera à domicile contre Marc-en-Barœul. En rugby pour la Champions Cup 4e journée, Clermont recevra Bristol, Trévise jouera à domicile face à La Rochelle. Le Stade français se déplacera à Blue Bulls, le Racing 92 jouera face aux Stormers et en Challenge 4e journée, Pau recevra Osprey, Lyon jouera à domicile face à Chita, Lannelly Scarlets affrontera Vannes. En football pour la 18e journée de Ligue 1, Lyon jouera à domicile face à Toulouse. En football féminin pour l'Arkema Première Ligue, 13e journée, Montpellier affrontera le Havre. En handball pour les championnats du monde premier tour, la France jouera face à l'Autriche à 18h. Et en hockey sur glace pour la division 2, Toulouse-Blagnac affrontera Montpellier. Voilà, et puis s'il vous reste un petit peu de temps, le dimanche on aura le rugby avec la suite de la Coupe des Champions, 4e journée. Bordeaux-Bègles affronte les Sharks, Toulouse affrontera Leicester, Saracens affronte Castres, Salles contre Toulon et en Challenge Eurocoupe, 4e journée, Zèbre Parme affronte Perpignan et Bayonne affrontera Gloucester. C'est la fin du match de cette 83e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Antoine Lebellec et Louis Dumas pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de ces émissions. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.